Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face sur le véritable état des lieux de l'insécurité à la veille de cette présidentielle avec nous pour en parler. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes criminologue, directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2 et essayiste. Ah oui, alors quand on regarde les statistiques, on voit un état des lieux des chiffres de la délinquance qui fait apparaître la poursuite d'une tendance à la hausse, mais ça dépend en fait des secteurs. Il y a beaucoup de variations. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu justement sur les chiffres? Je vais le faire, mais d'abord je voulais vous faire part d'une inquiétude. Oui, vous avez vu Monsieur Darmanin ces jours-ci? Non. Il a un peu disparu quand même, cet homme. Depuis une algarade, depuis on a un peu de mal à le voir ou à l'entendre. Et je vous dis ça parce que naturellement, l'essentiel de la production des chiffres sur la criminalité, la délinquance, etc. émane du ministère de l'Intérieur. Et ce qui nous frappe, les criminologues, c'est que c'est pas tout à fait nouveau. Ça remonte un peu à Monsieur Cazeneuve, mais surtout là maintenant avec Monsieur Darmanin, ça s'était arrangé avec Monsieur Collomb, mais là on assiste à c'est-à-dire on ne publie plus de chiffres. C'est pas qu'on les publie plus, c'est qu'on les truque et on triche de manière absolument abominable. Ah oui. Il y a des tricheries. Je vais vous donner un cas précis. Le cas que je vais vous exposer maintenant, ça ne se fait nulle part en Europe, même pas en Albanie, C'est-à-dire que c'est un cas inouï. Vous avez, parmi les choses qui exaspèrent à juste titre le plus les Français, vous avez les cambriolages. Vous rentrez chez vous, tout a été fichu en l'air, vous retrouvez plus les bijoux de mamie, etc. Ça fâche beaucoup les gens, ils ont une sensation de viol. Alors, les cambriolages, il y en a une catégorie qui est classée en 4 dans ce qui permet de rassembler tous les chiffres. Toutes les semaines, les commissariats, les brigades de gendarmerie envoient des chiffres vers le ministère de l'Intérieur sur un document informatique qui s'appelle l'État 4001. Les cambriolages sur l'État 4001, c'est 4 lignes. 31, 32, 33... 34, 31, 32, 33 et 35. Il y a un espace intermédiaire. Et la première ligne, ce sont les cambriolages de domicile, c'est-à-dire chez vous. Les deuxièmes, c'est les locaux industriels, agricoles, les hangars à la campagne, les maisons de campagne, et après ça, les entrées sans effraction, c'est-à-dire quelqu'un qui pousse la porte, qui s'aperçoit que c'est ouvert, qui en profite pour piquer un ordinateur. Le ministère de l'Intérieur, depuis des années, ne publie que la première ligne, en disant cambriolage des logements, il y en a eu un peu plus, il y en a eu un peu moins. Et là, depuis 2020, M. Darmanin se vante que ça baisse. Vous vous rendez compte de l'escroquerie? Bien entendu, les gens sont chez eux pendant le confinement. Bien entendu, après ça, les gens subissent des couvre-feux. Donc, ils sont en plus le travail à domicile, le travail à distance par les ordinateurs, etc. Et vous avez cette ligne qui est la seule à baisser. Et on dit, vous voyez, ça baisse. Alors, c'est-à-dire les cambriolages dans les locaux industriels, les entreprises et les exploitations agricoles, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Ça existe dans l'État 4001, mais ça ne figure pas dans la propagande du ministère de l'Intérieur, qui ne parle que des cambriolages de logements. Vous pouvez vérifier tout de suite, vous avez une publication une fois par mois, cambriolage de logements. Et donc là où le ministère de l'Intérieur, on a fait des calculs, bien sûr, c'est énorme cette affaire-là. Donc là où, depuis 2020, naturellement, alors avant même 2020, quand on reprend l'État 4001, nous en disposons de l'État 4001 brut. Le nombre d'anciens étudiants qu'on a comme policiers, comme gendarmes, etc., fait qu'on dispose de ces outils-là, même si l'Intérieur veut pas trop que ça circule. Mais bon, là, on en dispose. On s'aperçoit que là où l'Intérieur nous dit qu'il y a 100 cambriolages, en vérité, quand on ajoute les autres qui ne sont pas publiés, même si l'Intérieur a la liste, il y en a 142. Vous vous rendez compte d'une tricherie? Vous dites au fisc que vous avez 100 € de profit, en réalité vous en avez 142, vous finissez avec une grosse amende, voire en prison. Le ministère de l'Intérieur fait ça tout le temps. Donc là, il y a une grosse tricherie et c'est pas la seule. Bon, donc, mais le confinement avait eu tendance à stabiliser certaines choses, Mais non, s'il y avait eu un effet de déplacement, c'est-à-dire qu'au lieu de cambrioler des domiciles parce que les gens étaient dedans, on allait cambrioler les boutiques qui étaient vides parce qu'il y avait le confinement. Donc il y avait naturellement toujours les marchandises dedans, mais il y avait plus les propriétaires ou les exploitants, et donc c'était plus facile de cambrioler. Est-ce qu'il y a des chiffres positifs aujourd'hui où on se dit, alors on sait que les chiffres sur les violences faites aux femmes ou sur
ont été modifiés parce que forcément, il y a beaucoup plus de femmes qui portent plainte et l'accès justement au commissariat ou en tout cas aux gendarmeries est plus facile. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets où les choses se réduisent? Pour regarder, maintenant on est dans le bilan d'un quinquennat. Voilà, sur 2017, 2021. 2021, c'est la dernière année complète. Donc entre, en gros, 2018, 2019, 2020, 2021, on a 4 années où c'est complètement Macron, c'est lui qui est responsable. Et voilà. En gros, du fait de ce que je viens de vous dire sur le confinement, etc., les atteintes aux biens tendent à baisser quelque peu, pas toujours et pas partout, mais où ça stagne, où ça baisse un peu, du fait que les gens étaient moins cambriolables, et quand les gens sortent pas dans la rue, ils sont moins agressables aussi. Et même les cambrioleurs étaient confinés chez eux. En plus de ça, quand les rues sont vides et qu'il y a maintenant des caméras partout, quand vous êtes seul dans la rue, vous n'êtes pas très difficile à attraper, quoi. Donc ils ont un peu évité. Même chose pour le trafic de drogue. Comment voulez-vous dealer sous des caméras alors que vous êtes seul? D'ordinaire, tout malfaiteur n'arrive à prospérer que s'il est noyé dans la foule. Quand il est tout seul sous les caméras de surveillance, naturellement, c'est beaucoup plus dur. Alors, donc cette tendance-là baisse, mais les violences aux personnes, elles, augmentent. C'est-à-dire, excluons les violences intrafamiliales. Là, ça tient à des motifs qui en réalité sont plus individuels que sociétaux. Mais la violence dans les rues, les agressions, etc., tout ça a tendance à augmenter. Donc on a un quinquennat qui, alors bien entendu, la politique, elle est toujours faite par les événements, et la guerre en Ukraine, ceci, le Covid et autres. Mais malgré tout, en termes de sécurité, c'est pas très bon. Et en plus de ça, on voit que maintenant cette violence récemment, dans le nom, un village dont le nom m'échappe, mais qui est un village minuscule, vous avez des individus dans la rue avec des cagoules qui agressent un garçon de 9 ans, qui lui pique son téléphone et qui après ça séquestre un monsieur de 24 ans pour lui prendre sa carte de paiement et aller retirer de l'argent, etc. dans un trou où il y a 200 habitants. La violence a explosé en fait. Oui, c'est Dupond-Moretti, quand on lui disait qu'il y a un ensauvagement, certains disaient qu'il y a un ensauvagement de la société, disaient non, ça il y a un sentiment, etc., d'insécurité. Alors ça c'est du Badinter, ça. 30 ans, si vous voulez. Il date un peu, monsieur Dupond-Moretti. Il n'est pas tout à fait à jour, parce que, bien entendu. Et alors, je vous signale que la dernière fois où on a dit mais non, mais c'est des malheureux ploucs ou des beaufs là qui se la jouent après avoir un peu trop bu et qui ont le sentiment de ceci, mais ça n'est pas vrai. La dernière fois que les socialistes, alors c'était l'époque de Badinter, Mitterrand nous ont sorti ça, il y a eu une telle explosion criminelle qu'ils ont été obligés de faire demi-tour sur place et d'abandonner ces idées stupides et fausses pour en revenir à la réalité de l'observation réelle des chiffres vrais, quoi. L'observation réelle des chiffres vrais montre une diffusion depuis les zones hors contrôle, c'est-à-dire les zones où la police n'intervient que très rarement, etc., et où chaque intervention de la police est suivie par une émeute. Alors ça, naturellement, ça rayonne un peu, il y a des métastases autour. Je voulais aussi vous parler d'un autre phénomène où M. Darmanin a beaucoup menti. C'est la lutte contre le trafic de drogue. Il nous dit on les pilonne, etc. Alors, la drogue, la cocaïne, le hashish, l'ecstasy, etc., ce sont des marchandises. La règle infaillible qui vaut pour toutes les marchandises légales ou illégales, c'est que quand il y en a moins, les prix augmentent. C'est la rareté qui fait monter les prix. Si la politique de monsieur Darmanin était positive, si elle avait des résultats positifs, ce que tout le monde souhaite, mais il faut quand même constater la réalité, dans la rue, chez le dealer, le prix de la drogue monterait. Elle baisse. Vous voyez à quel point c'est mensonger. C'est-à-dire que les dealers sont pas du tout affectés et impactés et par les opérations spectaculaires, les opérations coup de poing. Les gens qui sont sur place, les policiers de terrain, les habitants, disent OK, 1 heure après, ils sont revenus et puis ça change pas grand-chose. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de mensonges pour une fin de septembre. On va revenir évidemment sur cette lutte contre la drogue avec ce que vous venez de nous dire, quoi. Ça ne marche pas, en fait, ça déplace parfois un peu le problème, oui ou non. Et les caméras, est-ce que ça marche, les caméras de surveillance? Est-ce que ça fait diminuer un peu ou pas la délinquance? Et puis on voudrait savoir aussi quelle est la nature aujourd'hui des bandes criminelles. On dit qu'elles ont évolué, qu'elles ont changé. Avant, il y avait certains mafieux que l'on pouvait connaître. Aujourd'hui, ces mafias ont un petit peu changé. Et dans les quartiers, là où ensuite, évidemment, ça va essaimer, c'est ce qu'on va voir avec vous juste après une petite pause. Et les auditeurs peuvent vous poser des questions, bien sûr. 0826 300 300. Absolument, restez avec nous. 0826 300 300 vous attend au standard.
Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face à l'insécurité, ou le grand thème de la sécurité dans les présidentielles avec Xavier Hofer qui est avec nous, criminologue, directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2 et essayiste. Bon, alors on n'a pas fait reculer le trafic de drogue. Ce que vous disiez en fait tout à l'heure, parce que Darmanin évidemment avait déployé entre guillemets des effectifs pour aller traquer les zones de dealers. Je pense à Marseille, mais également dans beaucoup d'autres endroits. Je vais vous donner un ou deux chiffres. Oui. La drogue qui rapporte le plus d'argent, celle qui vous rend milliardaire en 3 ans, avec 3 allers-retours en Amérique latine, c'est la cocaïne. Oui. Il n'y a pas de stupéfiant qui rapporte plus d'argent plus rapidement. La cocaïne, et naturellement, je dis ça ironiquement, est l'ascenseur social le plus brutal et le plus efficace au monde. La cocaïne déferle sur l'Europe comme jamais. Pas uniquement sur la France. Les points d'entrée principaux, ce sont les ports du nord de l'Europe. Rotterdam, Anvers, etc. Mais quand même, ça arrive en France, notamment au Havre, notamment à Dunkerque, etc. Les garants de la sécurité des grands ports de l'Europe du Nord disent qu'ils prennent à peu près 10% de ce qui arrive. Ils saisissent, ils confisquent, ils trouvent 10% de la cocaïne qui arrive en Europe dans des conteneurs. Admettons que les Français soient bien meilleurs, une grande affection pour les douaniers, donc nos douaniers sont meilleurs que les autres. Pourquoi je vous dis que j'ai une affection pour les douaniers? Parce que ma femme a passé le concours de la douane dans le temps, etc. Donc voilà, c'est un peu familial. Mais bon, ce qui se passe, c'est que on va dire que les douaniers français sont plus doués et qu'ils en prennent le double, 20%. 20%, quand on prend 10 tonnes de cocaïne par an, ça signifie qu'il y en a 80 qui sont entrés. Ouais. Et donc, quand on saisit 20 tonnes au lieu de 10 tonnes, ça signifie qu'il y en a 100 au lieu de 80 qui sont rentrés. Au lieu de nous dire un peu futilement qu'on a saisi plus de cocaïne cette année, il faut s'interroger sur ce qui entre. Et il en entre beaucoup plus. Et alors, comment lutter, justement? Oui, il n'y a pas de formule magique. Alors, d'autant plus qu'on a tout essayé. Je ne vais pas trahir des secrets d'État, mais j'ai l'impression que la Marine nationale a beaucoup fait, et même à un moment donné, parce que naturellement, quand un bateau est chargé de cocaïne et qu'il y a un bateau qui arrive face à lui, il met tout à la mer. Mais donc c'est là où les sous-marins qui jaillissent juste devant le nez du bateau en disant les mains sur le bastingage, personne ne bouge, c'est plus efficace. C'est des sous-marins français militaires qui ont été utilisés pour cette lutte. Mais naturellement, le problème est à résoudre au niveau des points de départ, c'est-à-dire entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Europe. Et c'est pas une fois que les conteneurs sont arrivés au port du Havre, c'est naturellement beaucoup plus difficile. Plus, bien sûr, la gigantesque capacité de corruption des narcos. Vous savez qu'un docker qui prête son badge, il touche 10 000 euros. Bien sûr. Celui qui ferme les yeux sur un conteneur qui sort avec une tonne de cocaïne, il touche 100 000 euros. D'un seul coup, en billets. C'est des quantités d'argent qui circulent absolument faramineuses. Donc le moins qu'on puisse dire... Et après, dans la répartition, la vente sur le territoire, c'est les points de deal. C'est simple, vous avez à l'échelon du territoire français des semi-grossistes. Les grossistes qui vendent la cocaïne par tonne, ils sont en Amérique latine. Les semi-grossistes achètent sur les cargaisons qui arrivent 500 kilos, 200 kilos, 300 kilos, puis ils la répartissent. Ça descend une espèce de... comme le commerce, c'est des importateurs, et puis après ça arrive dans des supermarchés, dans des épiceries, etc. Et c'est diffusé... On dit que des quartiers entiers, parfois, des familles, des quartiers entiers vivent de la drogue. Et comment donc je vais vous parler d'une cargaison qui est arrivée à Marseille de 3 tonnes en 2021. Les 3 tonnes, le profit, c'est-à-dire qu'une fois que c'était acheté à 30 000 $ le kilo et puis revendu au double et puis après ça coupé, etc., le profit au niveau des seuls demi-grossistes est de 70 millions d'euros. Une cargaison simplement pour les semi-grossistes. Vous vous rendez compte la capacité désastreuse de corruption, d'infiltration dans la société, d'achat de bâtiments, etc. avec cet argent sale. C'est pour ça qu'il y a eu aussi tous ces règlements de compte. Alors pour se partager un petit peu les territoires, ces derniers mois, il y a déjà un petit bout de temps du côté de Marseille, par exemple. Voilà. À un moment donné, les caïds
Ceux qui tiennent les cités se sont rendus compte qu'avec le cannabis, ils pouvaient pas gagner autant d'argent qu'ils le voulaient. Donc ils ont mis en vente également de la cocaïne. Ça a été d'autant plus simple que les gros caïds marocains, ceux du RIF et les patrons du trafic de stupéfiants en Amérique latine, déjà du temps de Pablo Escobar, il y a 30 ans de ça, se connaissaient et trafiquaient ensemble. Donc il y a une longue pratique d'étapes de la cocaïne de l'Amérique latine en Afrique et qui après ça remonte par les réseaux des trafiquants pour l'essentiel marocains. Et ceux-là, naturellement, ils vendent de la cocaïne, mais la cocaïne rend fou. Il y a tellement d'argent disponible que là où les problèmes, il y a 20 ans, se réglaient à coups de baffe dans la figure, maintenant c'est la Kalachnikov. Il y a des morts tout le temps. Mais ce qui veut dire, c'est que si le problème est insolvable, est-ce que ça veut dire qu'il faut se tourner vers les consommateurs et les punir beaucoup plus fortement? Mais le problème, parce que pas d'acheteurs, pas de drogue. Le problème est insoluble à partir du moment où on ne va pas chercher les narcos où ils sont. Comme on met plus les pieds dans certaines cités, enfin, on ferait des opérations coup de poing, mais on n'y est plus en permanence. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qu'on connaît mal en France. Hein, c'est les nomades. Il se trouve que j'en connais un certain nombre depuis 30 ou 40 ans, qui sont des gens très redoutables. Hein, je leur donnerai pas ma petite sœur à épouser, mais avec eux, j'ai été dans des cités où les gamins n'avaient jamais vu de flic de leur vie. Donc, il y a pas, la République est partout, etc. Tu parles. Je connais des endroits du 9-3 où les gamins qui ont 18 ans ont sans doute, c'est une boutade bien sûr, mais vu plus de soucoupes volantes dans le ciel que de policiers dans leur rue. Oui, quoi. Mais est-ce que les policiers sont assez formés pour justement... Mais c'est pas une question de... Le code pénal en France est excellent. Il permet de tout faire. Et de manière sévère, si on le veut. Le code pénal en question, c'est pas un produit de l'époque de Himmler ou de Staline. Il a été commencé, enfin le code pénal, l'architecture, sous Monsieur Bérégovoy et terminé sous Monsieur Balladur, qui ne sont pas des dictateurs féroces. Vous voyez que c'est quelque chose d'humain, stable. Mais il dit les choses fermement. Si on applique mais entre le code pénal et l'action, c'est l'action qui est visiblement difficile. C'est une question de volonté politique. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un policier de plus. 80% des problèmes peuvent être résolus en ne supportant pas qu'en France, il y ait des zones de non-droit. C'est-à-dire des endroits où, au jour le jour, on puisse faire démarcher aux voleurs, où on puisse amener des malheureuses petites qui sont en fugue, etc., et les prostituer dans des caves ou dans des hôtels minables, où on peut en même temps vendre de la drogue en grande quantité, où on peut désosser des voitures. Et la réponse judiciaire ? C'est quoi ? Ce seraient des opérations commando qu'il faudrait mener dans ces quartiers ? Pas du tout. Il suffit simplement d'y implanter d'une manière définitive. Comprenez, 80% des gens dans ces quartiers en question sont mécontents de ce qui s'y passe, mais crèvent de trouille. Parce que au jour... ils ont peur des représailles. Voilà, ils ont peur des... Regardez, c'est pareil en Corse. Après l'assassinat du préfet Erignac, Monsieur Chirac et puis Monsieur Jospin arrivent en disant mais un préfet, mais c'est la République, mais c'est horrible. Une heure après, ils sont repartis à Paris. De qui vous avez peur, vous, du type qui a fait l'aller-retour en avion, de celui qui est sur place ou qui peut vous tuer? Eh ben voilà, pareil dans les cités, c'est la même chose. Donc il faut implanter en permanence des commissariats ou des gendarmeries. Une fois que les gens ont la certitude que ça va plus partir, que vous êtes là, ils commencent à parler, et une fois qu'ils sont plus comme un poisson dans l'eau, vous les démantelez. Et il faut que la justice fasse son boulot derrière, quoi, aussi. Il suffit que, c'est pas très compliqué, voyez-vous, il suffit d'appliquer le code pénal. Je vais vous dire, à l'heure actuelle, un braquage... les policiers s'en plaignent, vous le savez, enfin, justement qu'il n'y a pas de réponse pénale derrière. Évidemment, mais ils ont raison. Regardez, soyons concrets. Vous avez un guetteur qui est dans une cité. C'est trafic de stupéfiants en France, c'est 20 ans de tôle. Complicité de trafic de stupéfiants, c'est 10 ans. Il n'y a pas un choufle, là, les guetteurs, les petits, etc., qui est en prison de ce chef d'inculpation-là. Pas un. Braquage, vol à main armée, 20 ans de prison. Tous les vols à main armée, de rares exemplaires, sont maintenant, vous savez, passés dans une catégorie inférieure où c'est plus un crime qui est passible de la cour d'assises, mais un délit. Et donc vous avez couramment tous les jours des gens qui ont braqué
au prix d'une frayeur extrême des gens et des traumatismes, etc. Une pharmacie, une épicerie, ils sortent, ils prennent 2 ans de prison, ils sont sortis 1 an après. Pourquoi? Parce que en France, je l'ai déjà dit et je le répète, et naturellement c'est au service des magistrats que je le dis, combien de magistrats ai-je eu comme étudiant à l'Institut de criminologie? On a une justice de clodo. Vous vous rendez compte que la moyenne des magistrats en Europe, la France a moins de procureurs par tête d'habitant que l'Albanie. Voilà, donc, la moyenne des magistrats dans l'Union européenne, c'est 17 magistrats pour 100 000 habitants, dont 11 procureurs. En France, c'est 11 magistrats, dont 3 procureurs. C'est une honte. Alors, il y a une raison à ça. Elle est peu connue et je vais vous la dire. Quand il est arrivé au pouvoir, quand la France a été libérée, le général de Gaulle a éprouvé une détestation viscérale pour les magistrats français, qui, sous la Troisième République, c'était des notables très considérés. Mais là, ce que le général de Gaulle n'a pas supporté, 4000 magistrats, tous prêtent serment au maréchal Pétain, sauf un qui a sauvé l'honneur, qui s'appelait Monsieur Didier, de son nom de famille, qui a refusé de prêter serment. Et en 44, il arrive, ils sont tous gaullistes. Alors, ça lui était resté un peu en travers de la gorge, et à partir de ce moment-là, il a traité un peu la magistrature comme le général savait le faire. Il avait la dent un peu dure, et donc faites-moi une cour de sûreté de l'État, j'en veux plus, allez, va chercher le journal, etc. Et donc ce sont devenus un peu des gens, et dès lors, dès le début de la Ve République, les budgets de la justice ont été sous-évalués. À l'heure actuelle, ils n'ont pas la moitié de ce qu'il leur faut. On a une des magistratures, j'ai des chiffres, hein. Il manque de photocopieuses, il manque de lieux de stockage. Là où il faudrait 10 magistrats, il y en a 3. Ils n'ont pas de greffiers formés, etc. À l'heure actuelle, nous avons une des magistratures, le droit français est célèbre, la magistrature française est prestigieuse dans le monde entier, elle est les moyens de fonctionnement d'un Bantoustan. Voilà la réalité. Alors, la réponse, hein, c'est ça. C'est ça. Et vous avez donné une partie des solutions, évidemment. Sur la justice, d'ailleurs, on va en reparler cette semaine. Ce sera l'un de nos grands thèmes dans La Vérité en face. Merci en tout cas, Xavier Refer. C'était très très clair, passionnant et en même temps un peu effrayant quand même, parce que voilà, on n'arrive pas à appliquer alors qu'on a des moyens, quoi. Ma réponse est toujours simple en pareil cas. Quand ça ira bien, je le dirai aussi. Merci Xavier Refer, criminologue, directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, et beaucoup d'ouvrages également. Absolument, à lire absolument. Et dans un instant, Valérie Expert qui reçoit pour cette semaine du premier tour des présidentielles le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre. Il évoquera le rôle des démissions justement de cette autorité. Temps de parole, temps d'antenne, égalité pendant 15 jours. On va tout vous dire dans un instant. Pourquoi? Et nous, on se retrouve demain matin. Salut.